pick up when you Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel atelier de Business First. On va continuer de parler partenariat et cette semaine, on va rentrer dans du concret puisqu'on va discuter avec Inès qui est présente aujourd'hui de comment est-ce qu'on monte une stratégie de partenariat pour qu'elle génère le plus de valeur possible. Alors un petit laïus rapide sur Business First dont je suis le cofondateur. Business First c'est un club, un network qui réunit les principaux sales de l'écosystème digital et qui va permettre à ces meilleurs sales de pouvoir mutualiser leurs informations récoltées sur le marché et de créer de la valeur autour de ça, s'entraider et pouvoir effectivement être au courant de ce qui se passe, être au courant des mouvements, être au courant des projets, etc. Aujourd'hui, comme je l'ai évoqué, on va rentrer dans le détail du partenariat et donc je vais laisser Inès se présenter. Inès qui est CRO de chez You Love Words. Salut Alexis, merci pour l'invitation. Moi c'est Inès Rekiek, je suis Chief Revenue Officer chez You Love Words. Pour rappel, You Love Words, c'est la solution de content marketing. On accompagne plus de 150 clients en France et à l'international à produire des contenus performants et pertinents dans le cadre de stratégies marketing. Et en tant que CRO, je suis en charge du revenu, de la croissance. Donc j'ai une casquette qui est de piloter l'acquisition de nouveaux clients, le renouvellement de notre portefeuille existant et notre sujet d'aujourd'hui, de lancer enfin le programme Partner chez You Love Words. Alors effectivement, Inès, on a été amené à discuter de ce sujet puisque y a une phrase que tu as évoquée qui était assez intéressante, c'est que tu veux que le canal de partenariat, que ce levier devienne un levier essentiel et qui représente jusqu'à 50% de l'apport business d'ici à 24 mois. Donc, évidemment, c'est ambitieux. Ouais. J'imagine que ça demande un certain nombre d'étapes, de préparation et un choix qui va être judicieux vis-à-vis des partenaires que tu vas choisir. Est-ce que déjà tu peux m'expliquer ce qui a motivé ce projet d'avancer sur le partenariat qui jusque-là était assez peu travaillé finalement ? Bien sûr. Déjà, quand je suis arrivée, tu vois, il y a 4-5 ans, c'est un sujet qu'on avait mis sur la table avec le fondateur Grégory, en se disant qu'à moyen terme, il fallait que d'autres boîtes et que les partenaires existent. Et puis, au bout de 3 ans de croissance, je dirais, c'est un sujet qu'on a traité de façon un peu opportuniste, s'entraider entre amis, entre partenaires dans notre réseau. Et puis finalement, avec ce qui s'est passé, bien évidemment, avec la crise sanitaire et l'arrêt, si je puis dire, des événements physiques, qui étaient une grosse source d'acquisition pour nous, il m'a semblé essentiel justement de former un cercle de partenaires et de lancer et d'activer cette stratégie de partenariat pour que ce soit une source d'acquisition business hyper importante pour nous. Super. Alors, tu m'expliquais aussi que cette stratégie, et on en a discuté, et d'ailleurs, on a évoqué un certain nombre de fois comment est-ce que ça pouvait se faire le mieux possible. Et on s'est rendu à l'évidence qu'il y avait finalement 4 grands chapitres dans la mise en place d'une stratégie de partenariat. Le premier, c'est donc l'identification des partenaires. Le deuxième étant l'activation. Ensuite, on va animer ce réseau. Et puis, on va chercher ensuite à analyser et à optimiser. Est-ce que du coup, tu peux m'expliquer comment toi, tu t'y es pris concrètement sur l'étape 1, qui est l'identification des meilleurs partenaires possibles pour que ça génère du business ? Bien sûr, c'est un terrain super vaste, donc comment identifier ? La première étape presque, c'est de bencher et de demander autour de soi, dans son réseau. Typiquement, je demandais à toi, mais comme à d'autres amis, de savoir qui fait du partenariat. Est-ce qu'il y a des boîtes qui existent ? Est-ce que c'est très important pour elles ou pas ? Donc, on a déjà, on va dire, une première liste. Il y a un deuxième sujet, c'est de regarder en interne, auprès de ses clients, auprès de la production, est-ce que ce sujet il est important ? Est-ce qu'il y a d'autres boîtes avec lesquelles on travaille déjà sans le savoir sur des problématiques ? Et donc, du coup, je dirais le troisième point, c'est y a-t-il des problématiques clients qui nécessitent de travailler ensemble ou en collaboration sur un sujet. Je te prends un exemple concret. Créer un site, ça demande à la fois une partie technique et du contenu. Et donc, on a une problématique commune pour un client potentiellement commun et donc des synergies business qui sont fortes. Et ça me paraît à ce moment-là évident d'identifier des boîtes qui créent des sites pour être partenaire avec elles, par exemple. Alors du coup, ce qui est très intéressant dans ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'on a
à la fois une opportunité de marché qui va être d'identifier les problématiques et donc d'essayer d'y répondre. Et on se rend compte qu'on est plusieurs à répondre à un sujet, tel qu'une refonte de site web, ce que tu évoquais. Et puis il y a une deuxième partie dans ce sujet, c'est aussi le fait d'aller ensuite identifier quelles vont être les sociétés qui répondent à ces problématiques. Comment est-ce que du coup tu vas venir les prioriser, ces sociétés, les identifier entre guillemets, on l'a déjà un peu évoqué, mais aussi surtout les prioriser avec qui? En fait, ce qui est important, je dirais, au début, c'est de regarder les secteurs prioritaires de ces différents partenaires, enfin les secteurs qu'ils maîtrisent et est-ce qu'ils sont communs aux tiens. Également, de regarder les interlocuteurs, d'identifier, si on peut le voir à travers leur site web, leurs références mises en avant, etc., s'il y a justement des références communes, des secteurs communs, des interlocuteurs communs. C'est sur cette base-là, finalement, qu'on va venir élaguer une première liste de partenaires. Et puis, peut-être un autre critère, c'est de regarder aussi sa solution et potentiellement son overlap concurrentiel. Est-ce qu'il y a des solutions ou des partenaires, des produits qui sont très similaires, mais qui ne font pas tout à fait la même chose? Là aussi, je dirais que c'est une priorité, pour le coup, de boîte à identifier. Alors, c'est quelque chose qui me parle, puisque tu le sais, et puisque You Love Words fait partie du club Business First, on est très exigeant aussi sur la complémentarité des solutions et le fait qu'elles aient un même stade de maturité. Ça passe aussi effectivement par une typologie de clients qui va être à peu près équivalente, à savoir qu'une boîte qui n'adresse que du small business va avoir du mal à trouver des synergies avec une boîte qui est très enterprise, très grand compte. Comment est-ce que toi, du coup, tu vas ensuite prendre contact avec ces sociétés que tu as identifiées comme étant potentiellement justement complémentaires sur ces KPIs-là? Et quels sont tes tips pour justement venir très vite déclencher une interaction? Parce que des fois, tu as aussi, et c'est normal, l'envie de discuter avec des plus matures que toi, et puis parfois aussi avec des équivalences ou moins matures pour d'autres raisons. Et donc, comment est-ce que toi, tu prends contact et comment est-ce que tu vas créer ce win-win, ou en tout cas cette envie de créer l'échange? Je pense qu'il faut être assez direct et appuyer justement, tu viens de le dire, sur l'apport de business. Le partenariat est censé apporter du business mutuellement. Et donc, il faut avoir une approche directe par email, simplement évoquer le fait qu'il y a des synergies possibles, une activité peut-être commune sur des sujets clients. Et donc, rapidement dire, est-ce qu'on peut échanger 15 minutes autour de ce point-là pour voir s'il y a des synergies possibles? Mettre un premier call. Aujourd'hui, justement, face à nous, généralement sur les partenariats, c'est aussi des sales. Et donc, on va très vite savoir s'il y a matière finalement à creuser ou pas derrière le sujet, de faire le account mapping, etc. Mais premier point qu'on évoque, ce sont surtout, je te disais, les mêmes interlocuteurs. Ça, c'est important, puisque finalement, faire du business avec des interlocuteurs différents, ça ralentirait le process. Est-ce que ça fait sens? Je ne pense pas aujourd'hui. Pour la lancer, mieux vaut aller sur des terrains acquis, si je puis dire, ou qu'on maîtrise, pour pouvoir démarcher justement ces personnes et les différents annonceurs. Donc je pense que le premier point, c'est vraiment surtout de se dire, c'est win-win. On échange un quart d'heure. Un quart d'heure, on peut tous le trouver dans notre agenda pour ensuite avancer. Il y a aussi un point que tu évoquais qui est utile de repréciser, c'est le fait que parfois l'info revienne du terrain et donc des customer success, des gens qui vont être en contact direct avec le client. Et très souvent, c'est un client qui amène une problématique, qui amène une collaboration. Et donc, ce qui est intéressant aussi, j'imagine, c'est le fait qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre en avant un client commun, ce qui est déjà le début d'une discussion. Est-ce que tu as aussi vocation à essayer d'identifier très vite des clients communs, ou tu penses que ça viendra plutôt dans un deuxième temps, au moment de l'étape 2 qu'on va évoquer juste après, qui est l'activation? Bien évidemment, je te disais, se concentrer, on va dire, sur ce qu'on maîtrise et ses acquis. L'idée de trouver une référence commune dès le premier échange, c'est un bon moyen de comprendre tout de suite si on adresse du coup la même problématique client et donc de capitaliser là-dessus pour savoir si derrière il y a une sensibilité à avancer sur une offre commune ou sur un partenariat. Ok. Alors du coup, justement, on en parlait, comment est-ce que tu vas activer? Donc tu as envoyé ton fameux premier mail et puis tu as un premier meeting. Comment est-ce que tu organises tout ça au niveau du meeting? Comment est-ce que tu vas positionner cette envie de partenariat? Est-ce que tu as des choses à me dire là-dessus? Taux de réponse nettement supérieur quand on envoie un email à un potentiel partenaire. Mais donc je te disais, ce premier call de 15 minutes, faut vraiment le voir comme un rendez-vous découverte classique, un pitch. En plus, on a justement... on est des sales, donc généralement 3 minutes pour pitcher sa solution et bien comprendre la mapper dans l'écosystème marketing, c'est assez rapide et c'est très bien.
Tout de suite, on descend justement sur le niveau qu'on évoquait tout à l'heure, les interlocuteurs des clients. Valider du coup. Exactement. Okay. Ensuite, bien évidemment, des références communes, donc le niveau d'interlocuteur, mais des références des secteurs communs de prédilection, si ça fait sens. Et puis justement, faire ce qu'on appelle un mapping de compte. Idéalement, c'est de réfléchir à si on a des références en commun, si on a des comptes, des targets en commun, des prospects en commun aussi. Le mapping de compte, c'est pas que sur des clients, c'est également sur des prospects. Et derrière, en fait, généralement, à la suite de ce premier rendez-vous, on sent qu'il y a un premier engouement, assez chaud d'ailleurs. Et là, je pense que ce qui est important, c'est tout de suite de positionner une prochaine étape à 7 jours. Donc de se dire dans 7 jours, d'ici là, quand ça a un peu mûri, il faut demander en interne, bien sûr, à ses sales, à la production, au product ou autres, à ses consultants, si justement il y a de la pertinence à avancer avec cette typologie de partenaire-là. Et donc, de positionner ce prochain rendez-vous dans 7 jours pour valider des premières peut-être mises en relation avec l'interlocuteur une fois qu'on a récupéré de l'information. Je dirais aussi qu'il faut être dans l'animation assez bien organisé, tu vois. Il y a généralement, si on peut avoir un process commun ou en tout cas avoir un premier lead entre nous, quelqu'un qui donne la rythmique, c'est justement important. C'est marrant parce que tu me parlais aussi à plusieurs reprises du fait que tu sentais que dans le partenariat, il y avait souvent un leader. Ouais. Comment tu l'identifies? Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce que c'est finalement juste celui qui va caler les next steps? Comment est-ce qu'on détecte? Et est-ce qu'il est nécessaire qu'il y en ait toujours un aussi? Est-ce que parfois tu as une relation d'équilibre où tu t'identifies qu'à chaque fois il y a besoin d'un leader? Écoute, non, je pense quand même qu'il peut y avoir une relation tout à fait d'équilibre. Après, je dirais presque que c'est une question de personnalité. Il y a des gens naturellement qui vont, peut-être aussi grâce à de la méthodologie et de l'expérience, caler la next step, être le premier à parler. Mais il y a souvent, c'est vrai, un leader. Après, c'est pas synonyme de victoire d'une stratégie partenaire. Ok. Alors, étape 3, ouais. L'animation. Donc, tu as commencé à l'évoquer juste avant. Comment est-ce qu'on va organiser, et je sais que tu le fais et que tu le fais très bien, comment est-ce qu'on va organiser finalement, comment est-ce qu'on va mettre du rythme, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en tout cas finalement de la récurrence et surtout de l'impact dans ce début de relation? Bien sûr. Déjà, en fonction, je dirais, de notre business et notre problématique, on va commencer à animer avec un certain nombre de partenaires. Je pense que excéder 10 au début, 5-10, c'est compliqué. Donc une fois, on parlait de la priorisation justement, et puis dans l'animation, c'est d'essayer d'être le plus méthodique et rigoureux possible, bien évidemment. Donc dès le début, dès ce premier rendez-vous et ce J+7, dans l'organisation, les best practices que j'ai observées avec différents partenaires, c'est 30 minutes de call tous les 15 jours. Alors attention, 30 minutes de call tous les 15 jours nécessite quand même, entre ces 15 jours, d'avancer et de préparer, et ça on sait que c'est un challenge quand même. Aussi, un autre point important, c'est les outils qu'on a à disposition. J'allais y venir. Et ces outils-là, je dirais un peu comme une recette de cuisine, il faut préparer avant ces ingrédients, tu vois, de les avoir devant soi, parce que sinon ça va être compliqué. Bah là, c'est pareil. On prépare, on facilite la vie aux partenaires. On prépare une présentation, un mail d'introduction, 2-3 use cases par exemple qui semblent pertinents, peut-être un numéro, un lien de relation avec quelqu'un en interne si jamais il a besoin d'aide. Et donc ça, on le communique à son partenaire. Et puis, je dirais, le vrai plus, c'est d'avoir un outil commun. Je parle par exemple de ShareWork, qui permet de vraiment fusionner, on va dire, les pipes, tout en gardant bien sûr une maîtrise des informations. Et puis enfin, c'est vrai que ce qui m'aide moi par exemple beaucoup, c'est qu'au sein du Business First, du club, on a une fois par mois une session de 1h30 qui est dédiée à de l'activation, à des mises en relation avec des sociétés qui font partie du club, qui ne sont pas concurrentielles et qui sont des potentiels partenaires importants. Et ça, finalement, ça vient en plus de ma rythmique, on va dire, personnelle, ajouter une deadline que je me dois de tenir et qui me permet justement de continuer d'animer. C'est vrai que ça, c'est assez fou et sans aucune publicité possible. On se rend compte qu'il y a des partenariats cachés qu'on n'avait même nous-mêmes pas identifiés. Et c'est vrai qu'au travers de ces mises en relation, on se rend compte aussi que finalement, ce qu'on a identifié comme étant des partenaires prioritaires reste souvent ce qu'on a l'habitude d'entendre dans des pitchs ou sur des problématiques, et que finalement, il y en a encore
des tas à découvrir. Et c'est pour ça que justement on avait cette discussion aussi où tu me parlais d'un acteur qu'on ne citera pas, mais et où on a convenu ensemble que c'était assez fou et qu'on n'y avait pas du tout pensé. Mais ça c'est génial, tu vois, je rebondis juste là-dessus. Parce qu'on a identifié sa liste, on a envie d'avancer et de dérouler son projet. Et en fait, cette partie-là du club permet de continuer de rester ouvert et d'identifier ces nouveaux acteurs qu'on n'avait pas identifiés au début. Alors, du coup, au niveau des outils et process, si je synthétise, l'idée, c'est finalement d'avoir de la rigueur, un welcome kit. On le sait, tu as cité une chose et je vais revenir dessus puisque je sais à quel point ça peut paraître dingue, mais le fait d'envoyer un mail d'introduction tout prêt à son partenaire, c'est déjà lui enlever une charge mentale qui est qu'est-ce que je dois écrire pour faire en sorte que le partenaire soit content de ce que j'ai écrit et en plus je dois y réfléchir. Ouais. Et en fait, c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas et du coup, c'est ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est fluidifier au maximum. Et c'est vraiment le fait de se faciliter la vie les uns les autres qui va faire que le partenariat va démarrer dans les meilleures conditions. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi un autre point, c'est que tu évoquais le fait d'être présent sur les premières interactions. Est-ce que tu as un petit laïus à faire là-dessus sur les premiers rendez-vous clients où le partenaire va commencer à t'introduire? Oui, bien sûr. Il faut être présent sur ces premiers rendez-vous, non seulement pour montrer à ton partenaire que tu es à la hauteur, que c'est pertinent, que c'est intéressant. Aussi venir, je pense, dans un second temps, se présenter en interne, ou présenter le partenaire en tout cas, pour évangéliser, si je puis dire, à la fois sa solution, mais le partenariat, que ça va venir faire de l'apport business. On sait aussi que ça peut être un enjeu en interne pour les commerciaux, en plus de ça, gérer, on va dire, des mises en relation d'autres boîtes, sachant que leur focus, c'est déjà de réussir à faire leur propre business. Donc je pense qu'il y a une nécessité, un peu comme dans une phase d'onboarding de recrutement, d'être bien présente au début, de continuer d'expliquer, d'évangéliser, sans infantiliser bien sûr, et comme ça ensuite ça peut tourner. Génial. Étape 4, optimisation, ce qu'on va pouvoir aussi appeler l'analyse. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Quels sont tes conseils sur la priorisation? Tu évoquais le fait qu'un bon partenariat, c'est un équilibre win-win, assez logique, mais tu évoquais aussi le fait que quand ça ne va pas, il faut le dire assez vite et qu'on est drivé par le KPI. Est-ce que tu peux, par rapport à cette synthèse, peut-être étayer un petit peu et nous faire un retour d'expérience? Écoute, ce qui est sûr, c'est que le sujet des partenariats va passer dans un premier temps par du fit, de l'énergie humaine, de l'envie. Tout de suite, on le voit dans les premiers échanges, et ça marche très bien d'avancer ensemble. Mais ce n'est pas suffisant. C'est avant tout, et c'était finalement la promesse de ton premier mail, du win-win. Et donc, il faut se donner, je dirais, un peu de temps. 2-3 mois, à mon avis, c'est suffisant. Et à 3 mois, se faire un point d'étape. Définir très tôt le KPI. Est-ce qu'on est sur un partenariat où on fait des mises en relation, de l'introduction business? Est-ce qu'on est plutôt sur un partenariat où on nous push déjà une offre, un produit, un devis à sortir, si tu veux? Et donc, regarder si nos KPI, donc est-ce qu'on a eu de l'influence sur certains deals et est-ce qu'on a eu des deals qui ont été apportés? C'est intéressant ça aussi, puisque c'est toujours la complexité dans un partenariat qui est finalement, toi tu as fait le job parfois d'introduction, malheureusement tu es dépendant aussi d'une capacité du partenaire à aller jusqu'au bout avec ce prospect, et puis aussi de la capacité du prospect à avoir envie de travailler avec ce partenaire. Et finalement parfois il y a un gros effort de mise en relation mais qui n'aboutit pas à une réussite finale. Est-ce que tu sens que le partenaire est déçu dans ce cas-là, ou finalement ça reste quand même une réussite? Oui, il est déçu parce que il reste sales et qu'on a envie. J'imagine que tu te mets à sa place là, quand tu réponds à cette question. Oui, je me dis, tiens, non, il doit être forcément un peu déçu. Après, ce que je trouve être une victoire, c'est d'être arrivé déjà à discuter et avoir des discussions même avancées avec le prospect grâce au partenaire. Ça, c'est déjà une bonne chose. Puisque si on arrive à rendre ça récurrent, c'est comme finalement après l'acquisition dans notre pipe de différents deals et de transactions. On va réussir après à piloter des taux de transformation, etc. Donc déjà, c'est ça le plus important, je dirais. En rapide, avant de passer à la dernière partie de cet échange, est-ce que tu as un suivi CRM, une manière de traquer, puisqu'on a parlé de KPI? Souvent, les partenaires, quand ils prennent cette mission, ont du mal à pouvoir donner de la transparence à leur direction. Est-ce que tu as des conseils par rapport au tracking? Très bonne, c'est pertinent parce qu'en fait, je pense que la solution réside dans être le plus simple et clair possible. Donc,
on prend son CRM et enfin moi en tout cas, ce que je fais, c'est que pour chacun des partenaires, j'identifie une fiche de contact et puis dans mon pipe, c'est géré avec les différentes phases de transaction, etc. Les KPI, on l'a dit juste tout à l'heure, de l'influence, de l'apport de leads. Donc on regarde combien il y a eu de mise en relation, combien les équipes sales ont pu vendre, ou en tout cas combien de réels projets il peut y avoir de pitcher. Et à 3 mois, justement, on fait le bilan. Ce qui est important, tu le disais, c'est win-win. Donc ça ne peut pas aller dans un sens. C'est bien vérifier que peut-être ton partenaire, et on a tendance à faire ça, est-ce qu'il lui a joué le jeu? Ne jamais oublier, est-ce que toi, tu as joué le jeu aussi? Et devancer aussi le fait de le faire, c'est aussi un conseil qu'on donne souvent. Ne pas attendre que l'autre fasse et devancer parce que qui donne reçoit. Et donc on est vraiment effectivement le fait de donner l'exemple. Ça me permet aussi du coup d'avoir une transition. Alors le dernier sujet que je voulais qu'on discute ensemble, c'était le fait de discuter du marketing. Ouais. Tu as beaucoup occupé aussi cette casquette de marketing. Et pour finir, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur le relais entre le business, puisque les partenariats sont très souvent axés business, et le fait de venir intégrer une stratégie de marketing là-dedans? Ouais. Et ce sera le dernier sujet qu'on discutera ensemble. C'est en effet très important, je dirais, dans mes précédentes fonctions où j'avais pour mission d'aligner le sales et le marketing, justement. Je me rends compte aujourd'hui, dans le cadre d'une stratégie partenaire, que c'est un facilitateur, là aussi, de business. Dans un premier temps, on parlait de références communes, on peut tout à fait se pencher sur un cas client commun, bénéficier finalement de la notoriété des uns et des autres. Dans un second temps, on peut créer un événement, on va dire, commun. Alors, digital aujourd'hui, mais physique demain, je l'espère. Ça se faisait déjà, des petits déjeuners clients ou autres, où on vient en fait raconter une problématique avec un annonceur, par exemple, un client, avec son partenaire. Comment ça a fonctionné? Et puis, dans un troisième temps, vraiment, ce qui serait presque le vrai plus, c'est de réussir à faire une offre commune. Est-ce que finalement, un produit pourrait être attaché à un partenaire? Si je prends l'exemple concret de You Love Words, on a sorti là très prochainement des content packs sur un pack SEO de contenu. Il serait pertinent, par exemple, d'y associer un partenaire, une brique technique, une solution sémantique ou en tout cas d'analyse qui nous permettrait justement peut-être d'avoir une offre commune, de mieux vendre et de fidéliser nos clients. Génial, ça nous permet de conclure sur cet atelier. On démarre très souvent le partenariat par du business, on le finit assez souvent par des intégrations d'offres ou technologiques. Et donc, voilà, c'est toutes les richesses d'un partenariat. Et un grand merci pour ton retour d'expérience qui est riche. Il y aurait des tonnes de choses à dire. Ouais. Mais je vois qu'on a déjà dépassé un petit peu le timing. Donc, un grand merci Inès pour ta participation. Merci à tous.